Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Nous sommes en début de semaine et on souhaite que cette semaine soit la meilleure pour vous. Dans tous les cas, on souhaite aussi qu'elle soit la meilleure pour les élèves, car vous le savez, c'est la dernière ligne droite de ce premier trimestre. Vendredi, les larmes vont couler, ou pas, ou il y aura du sourire. On le saura. Et puis on abordera les fêtes de Noël, la fête de Noël, puis après la fête de fin d'année. En tout cas, on espère qu'on gardera tout de même le sourire malgré tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous entoure, qui n'est pas très gai. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste avec un minimum de gaieté tous les soirs à partir de 17h. Retrouvez-nous pour être gai au moins le temps d'une heure et c'est ce que nous faisons déjà pour nous-mêmes et ça nous plaît de savoir que nous vous apportons quelque chose tous les soirs. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, heureuse de vous retrouver. Ah oui, après 2 semaines, elle est là, la Lydie. Et puis on sent que dans l'air, il y a quelque chose de différent, c'est les fêtes de fin d'année. Oui. Ah, voilà. Donc du coup, là on va faire ça un peu relax, n'est-ce pas? Et on va embrasser tous les benguistes, parce qu'il y en a les plein qui benguistes. viennent nous visiter, mais aussi nous impressionner. Mais ça. bon, comme on pense à eux, et qu'il y en a qui n'ont pas pu venir cette année, donc je vais envoyer des dédicaces à ces pays-là où étudient beaucoup de Camerounais, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. On commencera aujourd'hui par l'Allemagne, donc tous ceux qui sont du côté de Bremen, de Karlsruhe, de Francfort, de Berlin, on leur fait des gros bisous, et ceux qui sont arrivés de là-bas, aussi. Voilà. Des coucous à vous, à cette diaspora étudiantine d'Allemagne. Des coucous. On vous adore. Oh. Voilà, merci Lydie d'être là, merci. Il y a quelqu'un aussi qui n'est pas là depuis 2 semaines et qui nous a retrouvés, il s'appelle Cabrel. Bonsoir Cabrel. On l'a dit, il faut vous habituer. Hein. Toutes les 2 semaines, on a Cabrel et Calagan, et toutes les 2 semaines, on a Pani et Lydie. Oui. Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. L'humilité précède la gloire. Il faut toujours être humble, parce qu'on dit que même le chef là qui piétine les selles, il doit boiter. Il n'y a pas de pin sur les selles, mais tous ceux qui marchent sur ça, ils boitent ses mains. Oui. Donc voilà la fin d'année qui arrive, donc on ne sait jamais. Si j'ai offensé, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, si vraiment j'ai touché, que ce soit femme ou homme. Il ne demande pas pardon, c'est vous qui avez commencé. Non, il blague seulement. Il nous a fait peur là. Il ne vous demande pardon à la fin de l'année. Oh, on est à la fin de l'année. Hein. Il faut demander pardon. Hein. Comme tu as tout, quand tu prépares l'émission, tu devais me critiquer. Et dis bonsoir, dames et demoiselles. Voilà, chers téléspectateurs. C'est comme ça. Il y a les gens qui sortent comme ça avec le problème des gens. Des gens, c'est ça même. Il y a des gens qui sortent comme ça, que s'ils n'insultent pas 4 personnes, ils ne dorment pas. Ils insultent 3 personnes, ils insultent une dernière personne. Après, c'est vrai que cette personne C'est pas une insulte. Cabrel. Oui. Il y a les gens qui marchent avec les problèmes des gens ici en route. Donc il dit que bon, aujourd'hui, l'objectif c'est que j'insulte 4 personnes. Il marche là d'insulter 3 personnes. L'objectif est même au niveau du nombre. Oui, là, il a insulté 3 personnes. Non, tu penses que les gens ont des problèmes et ils s'en prennent. Il se place seulement en bordure de la route, il reste une quatrième personne, cherche la personne, ne voit pas. Et on appelle ça l'oisiveté, je pense que parfois aussi ceux-là, ils n'ont rien à faire. Oui, ils n'ont rien à faire. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps. Tu n'auras même pas le temps de calculer qu'il me faut 4. Et tu n'as même pas le temps de penser à faire quelque chose, tu n'as pas le temps. La plupart des femmes qui surveillent le téléphone des hommes sont les femmes qui n'ont pas de travail. Elles n'ont pas de travail, pas d'objectif, pas de projet. L'objectif, c'est de surveiller si son mari dépense. Exactement. Voilà, c'est un objectif aussi. Attendez, c'est un boulot, hein. Ça fait travailler les ménages, hein. Exactement. Elle travaille à sa façon. Quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À quelle heure il est? Avec qui? Pourquoi il a dit ça? Non, elle a un stage à l'école d'AVC. Bonsoir, Joe. Hello. Bon début de semaine et bonne émission. Voilà. Bonsoir, DJ Eto, ça va? Et moi, je sais pas pourquoi tu as beaucoup la bouche comme ça, parce que tu ne danses jamais. Voilà, c'est fait. On dit que quand la tête ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. C'est pas comment des gens qui... Avant, ils dansaient. Moi, ils ne dansaient pas comme vous là. Tu n'as dit challenge vacances. Bois. Alors. Mais là, on n'a rien vu, quoi. En tout cas. Tu vas voir que c'est la fucking. Regarde, la petite danse là. Oh là là. Il se targue. Exactement. Ah là là, Cabrel. Tout un phénomène. On va marquer une pause et puis on vous revient dans quelques petits instants.
sur le plateau, Cabrel. Ouais, je disais que la musique, c'est pas seulement l'art de se trémousser, c'est aussi l'art de méditer au rythme des belles mélodies. Il faut penser. Ouais. Parce qu'il y a les filles, quand tu invites à la maison comme ça, là, si tu veux un peu angoisser la fille, tu demandes, on met déjà les mélodies de Chan, Charlotte Dipana. Tu vois, quand la femme écoute, tu vois, elle se laisse emporter. Ouais, donc toi, tu te laisses emporter par... Elle, c'est l'objectif. D'accord. Bon. Ce soir, donc, on a un thème comme d'habitude, oui, parce qu'on va parler du contenu de ce soir. Pour quelles raisons décideriez-vous de vous installer en zone rurale? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous décider? On va en parler parce qu'il y a des personnes qui le font de plus en plus, ou alors qui le font à moitié. Donc on va en parler et voilà, on aura Dexter ici. Donc avant qu'il n'arrive, allez sur notre page Facebook, postez votre avis sur la question. Chlorel également était sur le terrain, il a pas mal d'informations pour nous. On aura l'occasion d'écouter tout cela. Nous aussi, on va donner notre avis sur la question. Qu'est-ce qu'il pourrait nous décider, nous, là moi, je sais déjà. Tu sais déjà. À aller en zone rurale, y vivre, on va en parler. On aura donc notre invité, comme d'habitude, le flashback de la semaine dernière, puisque Joe a fait ses devoirs cette semaine. Joe. Et on aura le point I de Lily. Et à l'instant, place à l'actu. Alors, j'aimerais commencer par cette actualité malheureuse, et c'est pour ça que nous allons lui dédier cette émission. Il s'appelait, c'est difficile à dire, Alain Fonguet. Alain Fonguet, qui fait partie de la grande maison de l'audiovisuel, la maison nationale, on va dire, puisqu'il a été dans plusieurs projets de télévision, mais également, on le sait, il a longtemps été aux terres africaines de notre cher Bassek Bakobio, où il a fait véritablement ses classes. Pour la petite histoire, c'est là où je commence la télé pour la première fois. Contrairement à ce que les gens pensent, c'était à terre africaine aux côtés de Alain Fonguet qui montait ce que nous faisions. À l'époque, c'était le journal du Festival Écran Noir, qui était diffusé au début seulement sur TV5 et qui par la suite s'est vu diffusé sur la chaîne nationale et TV5 après quelques éditions. Donc voilà, on est de tout cœur avec la famille éprouvée, et particulièrement notre chère Laure et tous les enfants. On sait que c'est difficile, mais il faut prendre les choses comme elles sont, et je pense que c'était un bon vivant. Il aimait rigoler, il était toujours gai, donc c'est l'occasion pour nous de l'être en son nom. Cette émission lui est dédiée. Alain Fonguet, réalisateur, voilà, reconnu au Cameroun, qui n'est plus depuis samedi dernier. Voilà. Donc je tenais à le dire avant d'entrer dans la véritable actualité avec Daphné qui ne sera pas là donc samedi, comme indique un communiqué des avocats de la maison Stevens dans un communiqué, et voilà, elle s'excuse auprès de ses fans qui l'attendaient de ce côté-là. On espère que les problèmes qui ont été cités dans ce document vont trouver solution d'ici là, parce que c'est toujours pas gai de se retrouver devant les tribunaux. Donc on espère qu'un arrangement va être trouvé pour que on n'ait pas pareil des informations pas très belles à entendre, hein, donc dans le milieu du showbiz, de l'entertainment, voilà. Donc Daphné ne sera donc pas là samedi au grand concert annoncé. Et puis Nabila reçoit son diplôme de fin d'études, son bachelor degree en gestion des ressources humaines et relations humaines. Elle a posté des photos qui le montrent bien, et en même temps elle a fait un petit message gentil. Ce petit message, c'est à l'endroit de tous les jeunes qui aiment bien, qui ont leur passion, la musique, et qui ont l'école. Elle dit qu'on peut faire les deux, elle en est la preuve. Mais c'est ça, il faut perdre un peu de chaque côté pour pouvoir réussir les deux. Je pense que c'est un peu ce qu'elle a fait, et voilà, ça lui réussit, elle a son bachelor, voilà, et elle a également des trophées qui continuent, donc c'est possible, mais vraiment possible de faire les deux. Nabila en est la preuve, et elle a reçu donc son diplôme. Ah, c'est beau. C'est très beau, sincèrement. Oh là là, le karma de la Chiza!
C'est le long métrage qui arrive à Canal Olympia au mois de février et déjà ça nous donne des frissons, on a envie d'être là. Et sincèrement, bravo à Blaise Option de Orimo Production qu'on a déjà reçu ici et qui a une série sur Canal 2 qui passe à 20h40 du lundi au vendredi. C'est exceptionnel ce qu'il fait dans ce monde de l'audiovisuel qui n'est pas si facile. Et voilà, donc autodidacte, hein, il est quitté d'un gars qui avait juste des ciné-clubs dans les quartiers à ça, vous imaginez? Et il y avait les cours doubles. On sera là. Ulrich Takam a fait sa première fois. C'était donc au Castel Hall, un super one-man show. Nous, on était là et sincèrement, il a réussi son pari. C'était plein à craquer. Mais ce qu'on va retenir au-delà de ce qu'il nous a donné dans ce super one-man show, c'est cette image où il a fait venir sur la scène vers la fin tous ceux qui étaient là avant lui. Oh, wow. Le one-to-one avec Fingon et Tanya Condom, mais également Moustique le charismatique, Chop Chop, wow, vous imaginez, tous sur la scène avec Ulrich Takam en train de lui dire va de l'avant, merci pour ce que tu fais et tout ça. Donc sincèrement, on a beaucoup aimé et voilà, bravo à toute l'équipe et à Ulrich Takam qui apporte du nouveau dans l'organisation de ce genre de spectacle. Pourquoi? Parce qu'au-delà du sketch, du contenu qu'il donne, il y a tout le côté esthétique, quoi. C'est-à-dire qu'il est allé au Castel Hall, transformer le Castel Hall en véritable salle de spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était juste dans un IFC plus grand. Je parle au niveau des lumières, le jeu des lumières en fonction de ce qu'il dit et tout ça. Ça a été fait et ça se faisait rarement hors du centre culturel ou de l'IFC, du Goethe Institut, tout ça là. C'est vraiment, sincèrement, bravo. Africa Talent Award, c'était donc il y a quelques jours, le 14 décembre dernier à Abidjan. Les votes avaient été lancés, ils ont été bouclés et on avait tellement, mais tellement de Camerounais qui étaient nommés. Mais Nouran Foster revient avec le trophée dans la catégorie d'entrepreneuriat, meilleur entrepreneur donc. Nouran Foster, on pourra dire Nouchka pour d'autres. Voilà, donc on est ravis pour elle et on lui souhaite toutes les félicitations. La sortie, c'est donc le 28 décembre à Douala-Bercy, le titre 2 avril, un film de Noël Kenmoué. Et puis exposition multimédia donc de l'artiste Romuald Dikoumé, on vous l'a dit, hein, ce sera donc vendredi, c'était vendredi passé à 18h30 et ça continue, donc vous pouvez aller à l'espace Douala et regarder ce qu'il propose, voilà, c'est exceptionnel, ça s'appelle Labyrinthe. Donc depuis le 14 décembre, c'est ouvert, hein, vous pouvez y aller et apprécier. Oh là 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 là, super. Oui. Tu sais que là on passe un message. Ben oui. Tu parles trop le baranté, le medjumba. Tu vois, ça c'est du bassa. C'est bon. C'est bon, on ne veut pas savoir. Ouais. Mais en tout cas, il parle d'union, d'une communauté, la communauté Bassa, qu'elle devrait se serrer les mains, d'être ensemble. Et c'est super, sincèrement. Quand on prône l'amour, on va pas... C'est pas possible. Comment tu peux... Tu es jaloux. Non, c'est mentir. Tu es jaloux. Souvent, tu as le chien à la maison, il n'aboie pas le jour où tu chasses le chien. Alors, ça nous permet de retrouver le flashback de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ben, on va le savoir. Nouvelle semaine qui s'annonce. On sourit. Et bien c'est le cas tous les soirs, du lundi au vendredi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission C'est comment. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. C'est comment? On est là. On est là. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. On est là. Il faut que les organisateurs des événements arrêtent de penser que ils ont l'événement le plus original, le plus attendu et que les sponsors sont là assis à les attendre en fait. Messieurs, préférez-vous les femmes avec leurs cheveux naturels ou alors des extensions? Ou avec des extensions? La femme c'est la femme en fait. Oui. Ouais, la femme c'est la femme. Avoir une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Wow. C'est le ndem. La femme c'est la femme en fait. Tout premier moment précieux de ma carrière fut le 17 octobre 1997
Lors de mon festival, lors du festival au Stade de la Réunification, c'est l'un de mes premiers spectacles au Cameroun et devant 30 000 personnes. Pourriez-vous, Je ne peux même pas. sincèrement, inviter votre ex à votre mariage et vous nous dites pourquoi? L'ex, c'est une personne avec qui on a partagé la vie. Premièrement, ça dépend. Ça dépend dans quelles conditions nous sommes séparés. Si lui et moi, nous avons gardé de très bonnes conditions. Si on avait gardé une bonne relation. Moi, je peux l'inviter, avec plaisir même. Deuxièmement, non, je peux pas. Qui a bu, boira. Ou qui a bu, boira. Je salue Nyangono du Sud. Oui. Parce que pour moi, c'est lui qui a dû préparer les Il a préparé le tapis, tout ça. Comme je l'ai dit souvent, c'était mon Jean-Baptiste. Il a plané mon sentier pour que je puisse vous faire danser. Que faites-vous pour éviter le stress? Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Le stress en lui-même n'est pas une pathologie. Pour éviter le stress. Pour éviter le stress, je bois une bonne bière bien glacée. Pour éviter le stress. Pour éviter le stress, Pour éviter d'être stressé. Bonne bière bien glacée. Pour éviter le stress, Je me plonge dans le travail. Il faut un peu vraiment dormir. Je bois une bonne bière bien glacée. Pour éviter le stress, je fais la marche à pied. je bois une bonne bière bien glacée. La plupart des gens se trompent toujours en se disant qu'en buvant la bière, ça diminue les soucis. Dans l'instant, ça va un peu mais après, le problème serait toujours là. J'ai envie de dire, parfois, ma vie, c'est un hasard. Parce que je suis entré dans l'humour au hasard. Ma grande passion a toujours été la communication. C'est J'ai vrai. toujours eu envie Il de a faire la dit plusieurs communication. fois, ouais. C'est toujours une forme de com, hein. Oui, c'est vrai, Oui. on est toujours dans l'art oratoire, de Oui. toute façon. Mesdames, seriez-vous prêtes à d'épouser un homme que vous n'aimez pas, sous le prétexte que vous prenez de l'âge? Donc, on ne sera pas à l'aise. Je ne l'épouse pas. Jamais. Je vais vivre avec la paix du cœur. Au lieu de prendre un homme que je n'aime pas, je vais vivre comment avec lui. Je ne l'épouse pas. Jamais. Parce que tu stresses déjà pour l'âge et après tu vas encore stresser pour quelqu'un que tu n'aimes même pas, non. Je ne l'épouse pas. Jamais. Il faudra tenir seulement compte de l'âge. On se retrouvera en train d'épouser quelqu'un qu'on n'a jamais souhaité. Je ne l'épouse pas. Jamais. Je peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas l'épouser. Pour aimer quelqu'un, franchement, te mettre avec lui. J'ai été surpris que le grand-mère dise à la fin de la chanson, entre tu fais voilà. Donc juste à la dernière, juste à la dernière seconde de la fin de la chanson, il y a ce cri-là. Oui. Donc j'étais très ému et puis quand la cassette sort, je vois mon nom sur l'affiche télé. Ah oui. Peut-être que je reste et vieillard rentre chez nous m'enterrer. Accepteriez-vous Que votre enfant embrasse une carrière de politique. La politique. La politique, Dans la politique. Avec ce que nous connaissons de la politique. La politique, c'est pas trop ça. Hein. la politique. Même la politique. La politique. Ouais. La politique. Carrière politique. Les politiques. Les politiciens. Un grand politicien. Dans tous les métiers de la vie, il y a toujours des risques. Et j'imagine au moins que la politique aussi, c'est prendre aussi le risque de la vie. C'était la semaine dernière pour ceux qui n'y étaient pas, qui n'ont pas eu l'occasion de voir tout ça. Joe, il a bien travaillé. Ah ben merci Joe. Et tout de suite, on va recevoir notre invité de ce soir. Oui, on va recevoir notre invité. Après le jingle. Et voilà. Ouais, on ne sait toujours pas comment se tenir quand on reçoit sa directrice. Alors, quand on reçoit sa directrice, on change de formule. Nous allons recevoir notre invité avec le concours de notre auteur, Carole Yemelon, financé par notre producteur, Eric Fosso, Joseph Fosso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême qui est marraine de l'annual 20, Madame Colette Chatué. Bonsoir, j'avais oublié les cœurs, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas comment on fait quand on reçoit sa hiérarchie. Nous recevons donc Carole Virginie Yemelon. Virginie, oh là là. Ça va Virginie? Alors, sur le plan municipal, régional, national et international, vous êtes connu et reconnu pour avoir des aptitudes à écrire pour la radio, la télé, l'internet, mais aussi des aptitudes, une très forte attitude à travailler sous le stress et à collecter, à traiter, à diffuser l'information dans les domaines de l'économie, du développement, de la gouvernance, du judiciaire, du politique, du sportif, de l'environnement, de l'humanitaire. Oui, Carole Yemelon, vous pouvez faire tout ça en plus de pouvoir monter vos propres papiers, vos propres documentaires. Ça, c'est la Carole Yemelon que l'on connaît, on va dire plus ou moins sur les médias. Mais avant ça, il y a la petite fille qui a fait des études comme tout le monde, hein, c'est-à-dire un bac D, un BTS. Pas A4, un D, s'il vous plaît. En information et en communication et surtout un master 2 en management des médias. Et puis il y a des formations qui s'empilent et c'est peut-être là que vous sortez absolument du lot.
une formation d'armes sur le rôle et le statut des journalistes en zone de conflit, une autre formation de perfectionnement à l'ESJ, c'est-à-dire l'École supérieure de journalisme, c'est pas au Cameroun, hein, si je me souviens. C'est à Lille. Voilà, une autre formation de perfectionnement à aussi CFPJ, ça aussi c'est pas au Cameroun, si je me trompe pas. Pas du tout. Non. Un certificat d'intelligence en économie en journalisme d'investigation qui est obtenu par l'Africa Center for Competitive Intelligence, si je ne me trompe. Oui. Et en plus de ça, une formation de journalisme. Quoi? On n'a rien entendu. Non, mais c'est que des fois, je crois que tu connais trop. Et quand tu lis le CV de Caroline Melon, tu te rends compte que tu es nul. Oh là là. Donc, vous avez certainement vu son nom au journal, la rédactrice en chef. Vous voyez son nom très souvent à la coordination d'un nombre incalculable de programmes, si ce n'est à la présentation du débrief de l'information ou de Canal Presse. Donc, ce soir, on va la dépouiller de tout ça pour la prendre dans sa forme la plus simple. Ouais. La dame, Carole Yebelon, qui est notre invitée. Ah ben oui. Bienvenue sur C'est comment. C'est notre invitée ce soir, Carole Yebelon. Yeah. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine d'analyse et des commentaires de l'actualité de la semaine qui commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le sommaire dressé par Ghislain Pierre-Essonneau. Puisqu'on est bien le dimanche de Pâques, c'est vos chiffres qui sont faux. Je vous appelle à la fête dans ce plateau et surtout à prendre encore en considération les téléspectateurs. Les jeunes égards, pour terminer, puisque votre livre, il est sorti. Est-ce que vous avez prévu des résultats ou quoi que ce soit? Avec foi que je n'en sais rien. Aboudi Otou et Angebert et Somba Bengono. Il faut bien qu'on termine ce plateau en s'écoutant. Il faut qu'on termine, messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eneo Energy of Cameroon a un nouveau directeur général. On a appris en mi-journée ce jour. Eric Mansi, désigné par le conseil d'administration, a rejoint l'entreprise en janvier 2019 comme directeur général adjoint en charge du commerce et de la distribution. Qu'attendez-vous de ce nouveau management à la tête de la société de distribution d'énergie Électro-Cameroun? Nous en parlons ce soir et nous dirons un mot de ces appels au boycott et au report des législatives et municipales de février 2020 qui montent depuis quelques heures. Le conseil électoral de l'ECAM est réuni en session à Yaoundé depuis ce vendredi et aucune prorogation de délai de dépôt de candidature n'est envisagée et l'ECAM n'en a pas compétence, dit-on. Pourquoi est-ce que les partis politiques demandent donc de proroger ce délai? Qu'envisage-t-il maintenant? Les questions remettent au goût du jour les dispositions du code électoral que certains acteurs du système veulent voir toiletté. Et nous en parlons ce soir dans cette édition du débrief de l'actu. Si vous voulez bien, je vais vous convier au bilan de la manifestation qui a été faite hier par le ministre de la Communication et le ministre de l'Administration territoriale lors d'une conférence de presse ici à Yaoundé. On va rapidement faire ce bilan. S'il vous plaît, il faut qu'on termine. Pardon. Alors, je vais dire... Aboudi et Somba Bengono. Il faut bien qu'on termine, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Non. Je vous en prie, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aboudi Otou. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous appelle à respecter le téléspectateur. Ça fait 10 minutes qu'on parle dans la cacophonie et je vais bien être obligé de lever le ton. Vous êtes des grands garçons, monsieur. Ou alors je termine avec... S'il vous plaît. Aboudi, je vous en prie, on termine, je vous en prie, on termine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, mesdames et messieurs. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International. La reine, c'est ce soir et c'est un prêtre qui sera dans l'arène. Je vous suggère vivement de regarder cette émission. Bon dimanche et à dimanche prochain. Hey, ouais. Elle est avec nous ce soir, elle s'appelle Carole Yebelon. Et là, c'était des extraits de ces débats souvent houleux, très chauds. Elle a failli... En tout cas, elle a levé le ton, il fallait bien. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Joyce. Bonsoir. Ça paraît plus agréable quand même que Madame Pression qui me fait sortir du studio en courant parce qu'il y a l'émission qui vient derrière et qui est dure. Aïe. C'est ça. Je comprendrais. Ah oui. C'est toi qui réponds. On est là. Ah, d'accord. Écoutez. Oh là là, Carole Yebelon.
pas que sur Carole, tu vois. Oui, c'est la simplicité, elle n'a pas de bijoux, il n'y a pas d'esclavage. Oui. Même la coiffure, vous n'avez pas remarqué, c'est toujours la même coiffure, sauf qu'elle varie. Parce que je connais Yann Nyamton. Tu vois, elle est là. Maman, ton mari est bien. Là-bas, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de greffe de 500 000 comme sur la tête de Joyce là. Moi, c'est pas 500 000. Même pas. Tu vas faire pour ton job. C'est un cadeau. C'est le cadeau, demande le plan, ma petite. Voilà, on fait un coucou à Ingrid. Ingrid, c'est elle qui m'a fait le cadeau. C'est Dieu que tu as mis sur ta tête comme ça. C'est bon. Il n'a rien à perdre en fait. Alors, quelle est la première question? C'est la première question. Le Réalo qui entre déjà, on ne sait jamais. Mais je pense que je me suis déjà trop marrée, c'est trop. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Mais dis donc. Alors, madame la directrice, en général, quand j'ai la première non, ici, elle est journaliste. Il n'y a pas de directrice. Vraiment. Merci, Joyce. Quand Merci. j'ai la première question, je savoure. Non, on peut pas. Joe. Non. Oh, mais tout de même, tu dois faire attention. Hein. Voilà. Jamais, hein. L'émission, ça finit à 18h. Voilà. Après 18h20, merde, Elle ne peut pas arrêter la directrice. Alors, ça, c'est une question que j'ai toujours rêvé de poser dans les couloirs et tout ça, mais je n'ai jamais su. Maintenant qu'on me permet de demander, quel genre de petite fille as-tu aimé? Timide, trop polie? Moi, je sais. Et t'es une plus petite fille, là. Oui, voilà. Oui. Peut-être qu'il faut demander à ma mère, hein, je sais pas. Non, toi-même quand tu te regardes en faisant le flashback. Je sais juste que j'étais le genre d'enfant à qui on dit, quand papa dit écoute, quand mes amis vont venir, dis je suis pas là et il va se coucher. Et puis quand les amis ont dit papa a dit qu'il n'est pas là, mais il est couché. Ah d'accord, tu es ce genre-là. Ouais. En sachant ce que tu fais ou... Non, juste parce que je répétais et puis j'estimais que... Mais tu étais têtue ou timide ou... Je me suis fait racler de tas de fois. Donc tu étais un peu têtue quand même, non? Mine de rien, oui. Un peu, ouais, mine de rien. Quand même. Cette petite, c'est trop dire. Mes parents regardent, hein, donc du coup, je suis obligée. Salut. Ah, comment il s'appelle? Fais-le des coucou. Mon père s'appelle Monsieur Thomas Yemelon. Oh, Monsieur Thomas Yemelon. Et mon père a été enseignant. Ah, mais ça se voit. Il est en retraite aujourd'hui. Et ma mère se prénomme Agathe. Elle est aussi enseignante, mais elle est encore en fonction à Bafoussam. Oh, salut Agathe. Maman Agathe. Non, mais donc ils m'ont raclé des tas de fois. Raclé, hein? Fouetté, d'accord. Des tas de fois. Des tas de fois. Alors, est-ce que devenir journaliste, ça a toujours été ton rêve de petite fille? Non. C'était quoi ton rêve? Je voulais être enseignante. Ah, comme papa et maman? Oui. Et d'ailleurs, quand j'étais toute petite, je ramassais des fourmis, des mouches, des cancres là. Je les alignais comme ça et puis je leur faisais la classe. Ah, c'était tes élèves. Voilà, c'était mes élèves. Pourquoi tu prenais pas tes petites sœurs, tes petits frères, tes cousins pour faire tout ça? Je sais pas, mais je sais pas pourquoi c'est aux animaux que je faisais l'école. Non, parce que les animaux peuvent pas discuter, la maîtresse. Ah, elle n'est pas bon. D'accord. L'idée, c'est aujourd'hui que je comprends en fait pourquoi je le faisais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est possible. Là, elle est sûre qu'elle est maîtrise, là. Ils n'ont rien à dire. Tu n'as rien à dire. Il n'y avait pas de contradiction. Voilà. C'est normal. Alors, Cabrel, tu as une question? Ah, Homo. Je dis qu'elle a mais Urus Takama dit là-bas que lui-même il rêvait être journaliste. Oui. Lui, il se retrouvait dans la comédie au hasard. Oui. Toi, tu as dit que. Explique-nous un peu, non? Oui. Comment Enseignante tu es à arrivé dans journaliste, le métier? Explique-nous. Oui, mais je rêvais donc d'être enseignante et puis je suis allée à l'université, bac D. J'arrive à l'université, je dis bon, il ne faut pas aller faire filière chose truc, truc. Mon père me dit va faire sociologie. Je lui dis non, mais du haut de mon bac D, mention bien, je peux pas aller faire sociologie. J'ai dit ok, je vais aller faire maths, physique, chimie. À l'époque, à l'université de Champ, les personnes qui ont fait sociologie vont se fâcher. Là. Oui, mais à l'époque, je savais, mais j'ai regretté. Hein. Voilà, moi aussi, j'ai recommencé. Moi aussi, sociologie. Moi aussi, moi aussi j'ai regretté. Et excuse-moi, papa, j'aurais dû t'écouter. Ça m'aurait raccourci plein d'années, quoi. Parce que je suis allée faire un MPC, maths, physique, chimie, première année, deuxième année, on fait PC, je crois, et puis troisième année, on fait chimie physique. Puis j'ai eu donc une licence, en attendant que le cycle maîtrise à l'époque ouvre. Ça prend du temps, hein. On s'inscrit, on attend quelques mois, je crois que ça démarra en janvier. Il y a donc une radio communautaire qui a ouvert à Champ. Et puis j'avais rien à faire, je me suis dit bon, tant qu'à faire, il faut aller passer du temps là-bas. Et puis j'y suis allée, et puis les gens appelaient, dit oui, mais elle a une belle voix, elle travaille bien, elle parle bien français. Voilà, Elle parle très bien français. Et j'étais devenue un peu la star du coin. Puis je me suis prise au jeu de me dire, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait bien d'être reconnue dans la rue. Ah, mais c'est vous, Carole. Carole,
J'ai pris ça au sérieux. J'ai fini ma licence, maîtrise, et puis je suis repartie faire des études de journalisme. Waouh. Donc vous imaginez ça. Ouais. Bac D. Ouais. Donc elle est scientifique. Ouais. Elle continue quand même en scientifique. Elle prend maths. Oui, non, ça va. Le bac C, nous, on a fui les maths. On les fait la science. Pourquoi bac D en plus? Pourquoi tu as pris la D? C'est mon père qui m'a orienté. À l'époque, il voulait quoi? Non, à l'époque, les premiers de la classe allaient en C. Oui. Quand on arrivait en 3e A et machin là, le A et quand on arrivait en 3e, voilà, oui, on devait aller soit en seconde A, soit en seconde C. Donc les premiers étaient orientés en C. Je suis allée en C. Et puis quand on est arrivé en première, mon père voulait que je sois médecin. Ah ben voilà, c'est pour ça. C'est clair. Oui, mon père a dit. Elle fera médecine. Et pourquoi tu n'as pas fait médecine après le bac D? Pourquoi tu es allé en maths, physique, chimie? Je trouvais la science... déjà, le livre de science, il était comme ça. C'est lourd. Et puis... tu aurais fait un bon médecin, tu penses? Oui, moi je pense que oui. Si. Oui, il y a les médecins à l'hôpital comme ça, il y a un accident, on arrive à la blessure, lui-même la peur. Non. C'est pas toujours la blessure, les médecins. Hein. Pas pour les blessures. Alors, qu'est-ce que tu gardes de tes premières années de journaliste? Il y a des souvenirs? Des souvenirs, oui, qui viennent comme ça, quand tu commençais, premier reportage, premier souci, première reconnaissance, en tant que journaliste professionnel. Beaucoup de joie. De la, on veut des anecdotes. Des anecdotes. Alors, il fallait me dire, j'allais préparer. Non, prépare pas. Mais attends, mais toi, tu donnes tes questions, toi, à tes invités. Tu dois avoir au moins tu te rappelles au moins d'une chose superbe qui s'est passée à un reportage, quand même. Ou moins bonne, peut-être. Ou moins bonne, oui, peut-être, oui. Dans les années 2000, à la fin des années 2000, je travaillais pour Radio Equinox déjà. Oui. Et j'enquêtais sur une mort suspecte. Oui. Et les éléments de la famille, les membres de la famille m'avaient laissé croire que cela avait été dû à un certificat médical qui avait été délivré par un médecin qui n'en avait pas le droit. En réalité, c'était un gynécologue qui devait avoir délivré un certificat médical sur une affaire de dents ou quelque chose comme ça qui a entraîné la mort de la personne. Donc, je suis allée dans le bureau du médecin en question. J'étais très jeune, j'étais toute petite comme ça. Bah oui, quand on est jeune, on est souvent très petite. Hein. Donc, j'entre dans le bureau du médecin et puis le certificat, il était posé, le dossier était posé sur sa table. Je suis sûre qu'il s'est dit, ça c'est quelle petite fille. Parce que le dossier était posé, le certificat était posé, mais il était à l'envers. À l'envers, d'accord. Et j'ai quand même réussi à les lire. À lire, carrément. Et quand je l'ai lu, et il m'a rabroué comme une balayeuse. Et puis je suis repartie faire mon papier et j'ai dit à mon rec-chef à l'époque, j'ai vu le truc. Là, ouais. Albert Ledoux me dit, si tu as vu, je te fais confiance. Donc tu fais ton reportage. Je l'ai fait et quand je l'ai diffusé, le monsieur m'a appelé. Oui. Il me dit, mais comment vous avez fait? Vous êtes une sorcière? Je lui ai dit, non, j'ai vu. J'ai vu. Il dit, en plus, j'ai même posé ça. Et puis, je me suis dit, bon, comme c'est une petite fille, elle verra même pas. Elle verra pas, mais oui, c'est ça. Mais j'avais vu. Et il a été gentil, là, parce qu'il vous parle posément. Parce que c'était après coup. Puisque l'ordre des médecins s'en était mêlé. Et puis, c'était devenu une affaire, c'est cool. Un peu qui a fait les choux gras. Et du coup, ça m'a montré quel est le poids de ce qu'on est quand on est minimisé par les gens qu'on a en face de soi. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, c'est une femme, elle est jeune, elle est toute petite, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Mais Dieu, que des choses qu'il fallait faire. Il ne faut jamais simplifier les parties d'une serviette. Mais la partie qui est sur tes pieds, ou ça peut essuyer ton front. Ensuite, tu t'es dit? Ensuite, une autre anecdote peut-être. Oui, si tu en as eu. Une autre anecdote. Alors, celle-là, c'est dans le champ politique. En 2000, lors de l'élection à la mairie de Douala 5e. 5e, oui. Madame Foning était encore en vie et c'est elle qui était en lice. Et je me souviens très bien, c'était dans un hôtel à la périphérie. Je peux citer ou pas? C'était à Maquette Palace. J'ai vu, je vous voyais direct. C'était à la périphérie et ça s'est passé à presque 2 h du matin. Oui. Et on avait fait sortir tous les journalistes, on les avait expulsés de la place. Et moi, j'étais toute petite. Je suis allée me cacher aux toilettes, dans les toilettes.
de la salle de séjour, le commandant Bankui, en fouillant, est tombé sur moi. Il dit vraiment, la petite fille, il faut que tu sortes quand même. Tu as beau être petite, mais que tu sortes. Je suis sortie et par la porte que je prenais ne menait pas directement dehors. Oui. Donc j'étais sur un mur qui avait des petits trous comme ça. Oui. Et à travers les petits trous, je pouvais donc suivre ce qui se passait dans la salle. C'est comme ça que j'ai vu comment François Saunier a été voté à main levée. Et non pas par les urnes. Les urnes, oui. Et quand je suis rentrée autour de 2h du matin, je suis allée à la Nouvelle Expression. À l'époque, j'étais à la Nouvelle Expression. Et c'était à la une du journal le lendemain matin. À l'époque, le préfet du Vouri est aujourd'hui gouverneur. Oui. Pour ne pas citer. Et mon patron m'a appelé le matin, il me dit toi, la hiérarchie a demandé ton renvoi. La hiérarchie a demandé ta tête. Comment tu as pu mettre à la une? Cette une, on peut la retrouver, elle existe. Oui, elle existe. D'accord. François Saunier est élu à main levée. Et où est-ce que tu pouvais être pour voir ça? Parce qu'on avait mis tout le monde dehors. Comment tu as pu voir ça? Je lui ai réexpliqué et réexpliqué et réexpliqué. Puis il me dit, bon, va à la maison, tu passes 2 semaines, mais tu signes avec tes initiales, hein, parce que je ne vais pas te payer des vacances. Ah oui, il faut signer, ouais. Tu vas pas avoir les vacances que faut payer. Donc, au lieu d'être viré, je suis allée bosser quelque temps sous des noms d'emprunt et puis voilà. Comme quoi, hein, être journaliste. Juste pour savoir comme ça. Alors, quand on est journaliste et qu'on a vu des choses avec nos yeux, si jamais quelqu'un se plaint, comment on fait pour prouver? Tu n'as que ta bonne foi. Tu n'as que ta bonne foi. Et il faut être sûr que tu as vu. Il fallait mettre des preuves dedans. Tu écrivais même sur le mur. Ça prouve que tu dis que sur le mur, j'ai écrit ceci le jour-là. Mais sur le coup, l'adrénaline et tout le reste, c'est quand même ton cerveau qui bloque et... Oui, parce qu'après, il faut quand même heureusement que tu étais heureusement que je n'étais pas seule, parce qu'il y avait quand même il y avait des conseillers municipaux de l'opposition qui étaient dans la salle. Ah, dans la salle, d'accord. Donc du coup, l'affaire n'est pas allée plus loin que ça, parce que après... C'était à l'heure si la maman a le téléphone. Mais on ne sait jamais, hein, pour ceux qui regardent, si jamais un journaliste, il faut qu'il fasse quelque chose qui... Filmer. Il dit, non, filmer encore. Oui, si on peut. Mais si on ne peut pas, il faut marquer, il faut faire quelque chose, je sais pas... Oui, il faut dire après que c'est moi qui étais là. C'était moi qui étais là. De toute façon, on les identifie comment, on leur pose des questions, ils étaient assis comment, qui était à côté de qui a fait quoi. Et ce que tu racontes, en fait, correspond à un scénario qui paraît logique. C'est un peu comme ça qu'on peut savoir si tu étais vraiment là. Si tu ne sais pas comment les gens étaient assis, qui était présent, il faut bien retenir tout ça. Exactement. Tu peux être capable de narrer la scène. Avec des détails qui sont des détails particuliers. Elle était habillée comme ça, elle était à tel endroit, elle a dit telle chose qui était marquante. Bon, bref. Super. Lydie? Oui, alors là, je vais te poser une question qui était très très importante pour moi, n'est-ce pas? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de difficile pour toi dans notre environnement, à ce métier-là, justement. Difficile dans ce métier. Dans le métier. Oui, dans notre environnement. Le métier de journaliste, qu'est-ce qui est très difficile? On peut couper le micro, je vais le dire. Mais c'est les salaires. Ah bon? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est hallucinant. C'est difficile qu'on en vive. Et parfois, heureusement que la loi l'a prévu. Parce que la loi dit que est journaliste celui qui tire l'essentiel de ses revenus, pas tous ses revenus, l'essentiel de ses revenus, de la collecte, du traitement et la diffusion de l'information. Donc même la loi prévoit que tu dois avoir des plans B, plans C, plan Z, quoi. La loi a prévu pour les journalistes qu'ils aient des plans B, des plans C, mais pas pour les fonctionnaires. Mais c'est ça, mais pour les journalistes, quand même pour c'est pas pour Canal 2 ou pour les autres, mais la vérité c'est que c'est partout à travers le monde. Tu as très peu de journalistes, il y a énormément d'appelés, très peu d'élus et énormément, à part aux États-Unis où il y a des grands journalistes, c'est plus des animateurs que des journalistes, je suis sincère, qui parfois sont prêts il y a une grosse précarité, à dire des choses qui sont fausses, juste pour avoir à biaiser les jugements. Donc c'est pas des journalistes d'information en tant que tels. Donc c'est très très rare. C'est partout à travers le monde. Exactement. C'est pour ça que je reviens sur. Tu as dit dans le métier et globalement dans notre environnement, il y a une grosse précarité. C'est pas seulement chez nous. Hein. Il faut vraiment. La difficulté, c'est ça aussi. Ça fait partie des difficultés du métier. Oui, ça fait partie des difficultés du métier. Après, on n'envisage pas. Quand on se regarde, on n'arrive pas à se projeter dans 20-30 ans. La preuve est qu'aujourd'hui, regardez bien le paysage,
Il y en a, on vit pas vieux dans le journalisme. On ne reste pas vieux dans le journalisme. Excuse-moi, quand tu regardes maman, excuse-moi, sans que c'est une femme chaste, elle a la crainte de Dieu. Sinon, on t'a jamais convaincu avec une grosse somme d'argent, genre plan comme ça là. Tu prends ensuite, tu construis ta maison. J'ai pas de maison en plus. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture. Non mais vraiment, Joyce, je te dis, on est nombreux. De toute façon, tu le sais. Je sais. Moi, le journalisme, c'est ma passion. Mais je veux dire, si je voulais en vivre, j'aurais jamais rien fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui ont le même problème. Hein. Certains diront arrêtez-nous ça. Vous passez à la télé, on vous voit, vous arrivez à manger. Changer les habits chaque jour. Et alors, le petit maître d'école, il va nous gifler là. Je le dis toujours, rarement les gens m'ont vu dans la rue et ont cotisé de l'argent pour me donner en disant ouais, mais les maîtres d'école, les enseignants, ils disent pas. Oui, mais les maîtres d'école, eux, ils doivent avoir la reconnaissance de leurs élèves et étudiants. C'est-à-dire quand je marche avec ma mère, ils ont des bons salaires. Non, mais des bons enseignants, je peux te jurer que les parents défilent et leur donnent des billets sans qu'ils ne Est-ce qu'on va compter ça? On parle de salaire. Oui, exactement. Mais attends, il fut un temps, il y a des journalistes à qui on donne beaucoup d'argent. C'est ce que je dis, désolé. Mais faut pas qu'on joue les... Attention, hein. Il y a des journalistes à qui on donne des gros gombos, il faut qu'on le dise. Oui, mais ça c'est... Donc ne regardez pas celui de l'enseignant à qui on a donné quelque chose. Non, c'est de toute façon, excusez-moi, la définition de salaire, ça dépend si tu mets les avantages. Non, les avantages sont à part. Là, elle a parlé des salaires qui ne sont pas bons. Moi, dans salaire, je mettrais aussi. Il y a les avantages aussi. Maman Joyce, elle reçoit les hommes politiques, tu fais un débat, ils sont là, à partir de donne pas l'argent. J'ai dit salaire, j'ai pas des revenus. Voilà, elle parle pas des revenus, elle parle du salaire, effectivement. Ne mélangeons pas, parce que même le maître d'école, l'enseignant, je sais pas, il n'a que son salaire, des fois, et maintenant, ses à côté, c'est les coûts du soir. Et ça rentre dans les revenus. Ça rentre dans les revenus. Le journaliste a presque pareil, même si c'est pas la même hauteur. Mais puis un temps, moi je veux le dire, quand j'étais toute petite, mes parents étaient très bien. On était presque les bourgeois de la ville. Mais oui, quand les enseignants étaient très bien payés, puis 93 est passé. Je sais pas tout a changé après. Il y a eu la chute. Demande à tes parents. Il y a eu je suis pas sûre qu'ils étaient bien payés, mais ils avaient beaucoup d'avantages. Ils avaient des maisons, les frais de... Il y avait des avantages. Beaucoup d'avantages. Mes parents n'avaient pas d'avantages. Quand même. Mes parents n'avaient pas d'avantages, mais ils vivaient très bien. On vivait dans une très belle maison, payée par leurs soins. Et puis après, il y a eu 93, ça, j'entendais mes parents se plaindre de ce que mon père était enseignant aussi, donc ça a changé. Et puis c'est devenu très compliqué au fil du temps. Dans tous les cas, je ne connais pas un seul Camerounais qui vit que de son salaire et rien que. Partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est rare. Les policiers. Même ceux qui sont bien payés, entre guillemets, on joue quelque chose encore. Je sais pas, c'est les Camerounais typiques, quoi. Ailleurs, quand même, quand tu es bien payé, tu ne fais que ça. Hein. J'ai une question à vous poser à tout le monde. Combien un salarié de 300 000 doit-tu l'épargner pendant combien de temps pour construire une maison de 15 millions, sachant qu'il se nourrit, sachant qu'il se vêtit, il va payer une maison, payer le transport, loyer. Vous conjecturez, madame, demoiselles et messieurs, que tu ne peux pas vivre au Cameroun si tu n'es pas un wise man, un choix-man. Parce que quand il regarde le salaire de Mylène Tchanchou, ce qu'il a, le grand là, c'est un wise man. C'est ce qui nous frappe d'ailleurs. Alors, mais 300 000, tu n'en sors pas. Alors, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Quand tu jettes un regard sur l'évolution du métier, qu'est-ce que tu as comme commentaire? Je l'ai dit, le métier ne nourrit pas son homme tout seul. Après, on ne vit pas très vieux dans ce métier. J'ai vu que les aînés quittent la profession très rapidement. Ça donne des idées, dont la profession elle se rajeunit très vite et parfois on n'a pas de l'encadrement qu'il faut pour pouvoir derrière suivre. Moi, je me retrouve très jeune, rédacteur en chef de Canal 2. J'avoue que dans une structure, dans un environnement mieux structuré, je suis pas sûre que c'était le moment pour moi de le faire. De le faire, voilà. Donc il y a des aînés qui auraient pu rester et puis encadrer. On dit aussi qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours attendre faire le même parcours pour pouvoir y arriver. Donc, mon regret, c'est ça. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, moins on est bien formé. Ouais.
Plus on le est temps bien passe, formé. moins on est bien informé. Même seulement dans la pratique de l'outil de base du journalisme, qui est la langue. Il ne faut pas qu'on vous prenne. Il y a un gros problème au niveau de la langue. Même toi. Ça remet en question les cours de français et Parlez même de d'anglais. quoi? En dehors de ça, tu as encore un homme qui te donne l'argent. Elle-même, elle a l'homme qui donne l'argent. C'est-à-dire qu'en dehors, là, vous les femmes, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Ouais, vraiment. Si tu pouvais savoir qu'après. Savoir quoi? Vous êtes belle. Après, on passe 15 heures en entreprise et l'homme qui nous donne l'argent dont tu parles ne nous voit que 3 heures par jour. Voilà. Tu trouves que c'est normal? Tu profites pour passer ton temps. Il y a le mailing quand même. Hein, On taxe les journalistes d'être à la solde des plus offrants dans les affaires qu'ils couvrent. Qu'en dis-tu? Je parle pour moi, c'est ça? Ben oui. Moi, je prends pas de per diem. C'est Non, une tu religion. parles pas pour toi, tu parles avec le Oui, regard. c'est une religion que je me suis faite pour la simple raison qu'en 2010, quand je commence à travailler pour la BBC, je signe un code de déontologie. Le code de déontologie à la BBC prévoit qu'on ne prenne pas de cadeaux de moins de 10 livres sterling. Donc, pas de cadeaux. Oui, pas de cadeaux. Et du coup, je trouve, je trouve pas, je sais pas comment dissocier Carole Yémélon, journaliste pour un média local, de Carole Yémélon, journaliste à la BBC, qui ne doit pas prendre de Comment on diem. vérifie ça quand on a un média comme D'ailleurs, je vais vous raconter une autre anecdote. Vous savez, il y a une année où la BBC est apparue dans la liste des médias qui avaient bénéficié de l'aide publique à la communication privée au Cameroun, avec la Japan Corporation, quelque chose comme ça. Et la BBC avait appelé tous les correspondants qui travaillaient pour elle au Cameroun. Et nous avait demandé de faire de signer qu'on n'a rien sur touché, du papier, rien perçu. De signer. Et il y a une délégation qui est venue au Cameroun vérifier, aller au ministère pour dire, donnez-nous le document sur lequel la personne a pris de l'argent et comparer nos signatures. Wow. Ça veut dire que si on l'avait même fait, si moi ou quelqu'un d'autre l'avait fait pour se dire, bon, de toute façon, ils ne sauront jamais, la calligraphie aurait bien pu, sûr, même en faisant les fausse empreintes, signature, voilà, aurait pu déterminer tout ça. Et ce jour, plus que jamais, je me suis dit, ah, j'ai bien fait de ne pas prendre le per diem. Oui. Maintenant, ce que je fais, quand j'allais encore en reportage, j'y vais de moins en moins. Quand j'allais en reportage, je peux identifier un jeune collègue qui n'a pas la même déontologie que moi. Je lui dis, bon, va, tu mets ton nom et voilà. tu décharges de l'argent. Si ça peut t'aider, c'est de l'argent budgétisé. De toute façon, si tu ne le prends pas, il rentrera dans le compte d'un communicateur ou je ne sais pas trop quoi. Donc, du coup, vaut mieux que ça te profite à toi. Eh oui. Carole Yémélon est notre invitée. Elle va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour quelle raison décideriez-vous de vous installer en zone rurale? C'est le sujet de ce soir. Tu vas donner ton avis, Carole, nous aussi. Mais avant, on va accueillir Dexter parce que lui, il a l'avis des uns qui s'est retrouvé sur notre page. L'ami Dexter. Sérieux? Oui. On a dit qu'on dédiait l'émission à Alain Fonguet, parti très très tôt, c'était ce samedi. On dédie cette émission à cet homme de l'audiovisuel et nous allons accueillir Dexter. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir à tes gladiateurs et bonsoir à Carole Yémélon. Voilà. Qui nous encourage ce soir à quitter la profession. À quitter, Oui, si on est là pour l'argent, oui. Il faut partir tout de suite. Mais tu es animateur de toute façon, Dexter. Les animateurs. Ceux qui ne sont pas là pour l'argent peuvent rester, s'il vous plaît. Il n'y a qu'un pas, quand On ne dit pas mouf à l'argent. Excusez-moi. Mais au moins, il ne faut pas que ce soit la priorité pour faire c'est la métier. passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire ce métier. Alors, pour quelle raison décideriez-vous de vous installer en zone rurale? C'est la question que nous avons posée, mon cher. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? On commence avec Patrick Amadeus, Neke, pour des raisons de tranquillité agricole, recueillement, communion avec la fraîcheur et verdeur nature. Autre message, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là, Laurel. Moi, j'aime bien vivre au village. Si j'avais encore un parent au village, je souhaiterais vivre là-bas. Il y a la tranquillité au village, on ressent le bon vent, surtout dans mon beau village, Bana, Petit Paris. Le parent, ça peut être lui-même. Pourquoi il voulait des parents Autre message, Joseph Joël Teguia, c'est comment? On est là. Pour ma part, les zones rurales sont idéales pour les pratiques agricoles et il fait beau vivre
vivre. En plus, le paysage est magnifique. Florent Faufier, je pense que la seule raison qui m'enverrait en zone rurale, bien sûr, n'est que cette nette volonté de vouloir savoir un peu plus de mes origines, mais surtout pratiquer l'agriculture et l'élevage. Autre message, Marie des Anges, c'est comment? On est là. Si je devais m'installer en zone rurale, ce sera parce qu'on aura peut-être cassé mon quartier, hein, lol. Aller passer des courts séjours, oui, mais m'installer définitivement, hors de question. Autre message, Joseph Joël Teguia, c'est comment? On est là. Pour ma part, les zones rurales sont idéales pour les pratiques agricoles et il fait beau vivre. En plus, le paysage est magnifique. Je pense qu'on a lu ça. Autre message, Patrice El Chico, c'est comment? On est là, Patrice. Voilà, espérant de me faire lire, je commencerai mes propos par cette pensée de Jean-Marc Kellon. On va terminer par là. Pour comprendre la ville, il faut revisiter le village. La ville n'est qu'un village qui a subi plusieurs transformations. Et aujourd'hui, elle s'étouffe à cause du nombre élevé de population et tous les maux que cela engendre. Alors, il faut de nos jours prôner l'exode urbain, car c'est l'une des solutions idéales. Autrement dit, je prendrai du goût, du plaisir, de l'affection à m'installer au village, car c'est le lieu idéal pour m'épanouir et m'accomplir en tant qu'individu vivant. Les zones rurales sont au centre des ravitaillements de la ville. Bon, c'est plus long, on va écouter, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la lecture des messages en direct. On va continuer le débat sur la toile. Mais comme le disait Jacques de la Cretelle, la ville a une figure et la campagne a une âme. Voilà. Oh. Non mais c'est beau et c'est très bien. Bravo Dexter. Oh, merci Dexter. Carole, tu fais souvent des selfies, Carole? Ça te dit des selfies? Oui, elle en fait. Mais avant de lancer, bien sûr, il y a la phrase, il y a la formule fétiche. D'accord, allez-y. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. DJ tout avant de débouler les voleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis c'est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flop. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là. Voilà, c'est ça qu'on fait souvent. Voilà, mais merci. Chlorel est déjà là. Chlorel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Doris, bonsoir Carole. Bonsoir Chlorel. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous à la maison. Voilà, alors Chlorel, Doris. qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Alors déjà rappelé la thématique soumise à notre réflexion ce soir. Pour quelle raison décideriez-vous de vous installer en zone rurale? Alors le constat il est clair en réalité, et c'est un vieux constat d'ailleurs concernant les zones rurales. Les jeunes qui y placent sont tous déplacés en grande majorité des zones rurales pour les zones urbaines. Les raisons sont multiples en réalité. Donc, d'aucuns ont évoqué le fait qu'on vient en zone urbaine à la recherche de l'emploi, du mieux vivre, du bien-être et autres. Et donc, il y en a aussi qui pensent qu'à un moment donné, quitter les zones urbaines pour rentrer en zone rurale. Et les raisons également sont multiples. Vous allez regarder et écouter les uns et les autres à travers le Vosport réalisé en après-midi ce jour. À tout de suite. On regarde. Ce qui peut me pousser d'aller m'installer dans une zone rurale, déjà, c'est les conditions de vie. Parce que de ce côté-là, les choses vont un peu plus mieux. Mais par contre, en ville, il y a d'abord la location qu'il faut payer, il y a les moyens de locomotion à gérer, tout. Mais plutôt du côté du village, vous voyez qu'on peut s'en sortir avec le champ. Et la maison, là-bas déjà, c'est pas comme en ville. J'ai deux raisons principales. La première raison, c'est pour apporter l'évangile à cette zone, pour pouvoir changer la mentalité des personnes qui se trouveront dans ce village. Et la deuxième raison, c'est pour m'intéresser à l'agriculture et pouvoir développer ce point, apporter de quoi nourrir ceux qui sont en ville parce qu'ils sont dans le manque. Les conditions que nous impose la vie dans nos métropoles aujourd'hui ne peuvent que favoriser l'exode urbain dans la mesure où quand on se retrouve du côté rural, on a moins de dépenses à effectuer. Ça nous permet d'économiser et surtout que dans les zones rurales, on est moins stressé par rapport à cette métropole qui passe le temps vraiment à nous stresser
le train de la vie qui devient crédit ici dans nos villes. La ville est trop saturée. Je préfère les zones rurales. Parce que là, je peux même profiter de faire mes petits champs. Alors qu'en ville, je ne peux pas faire tout ça. En zone rurale, il y a un bon climat. On mange bio. Le bruit des oiseaux, ça nous manque ici à Douala. Et il y a encore de l'air frais. Alors qu'ici à Douala, il y a les odeurs, la pollution de l'environnement. Au village, il y a encore des arbres. Donc la vie sociale au village est bien. Alors qu'ici, bon, c'est différent. Ça alors, tout le monde dit qu'il faut aller au village, mais on est tous là. Je comprends pas. C'est vraiment bizarre, hein. Non, si tout le monde est pour le village, allons-y alors. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi, à la place de donner raison pour laquelle j'irai au village, excuse-moi, j'ai pris la parole, je suis une fanatique de la campagne. J'adore le village, la campagne en général, la nature. Mais pourquoi tu n'y es pas? Je vais t'expliquer. Quand je rentre au Cameroun, d'ailleurs, je ne veux pas vivre à Douala, je vais m'installer en Konsamba. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il n'y avait pas d'internet qui était suffisamment puissant, parce que je travaillais beaucoup avec l'étranger et qui pouvait me permettre de travailler. Sinon, je te jure, dès le premier jour, j'aurais vécu à Konsamba parce que je suis pas loin de l'ouest d'où je suis originaire et en même temps pas loin de Douala s'il faut aller en ville. Donc tu passes quelques jours à Douala, mais ma base aurait été Konsamba. C'est vraiment là-bas où j'avais envie de vivre. Donc Internet, s'il vous plaît. Je comprends. À Konsamba pour que Lydie aille à Konsamba. C'était il y a 12 ans. Donc tu peux revoir ta décision quand même. Entre-temps, le problème c'est quoi? C'est qu'entre-temps tu t'installes, tu vois ce que je veux dire, etc. Donc là maintenant on est en train de parler d'un démarrage à zéro quoi. En gros c'est ça. C'est ça, Joe. Oui, moi ça m'intéresserait de m'installer en zone rurale pour les opportunités d'affaires. Par exemple l'agriculture, les terres et tout ça. Mais justement il y a donc le problème que pose Lydie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à viabiliser, les routes, l'internet et... Bon, il faut avoir suffisamment de... c'est déjà mieux, là, parce que c'est déjà mieux. Parce que Konsamba, c'est déjà la zone rurale, hein. Konsamba fut une très grande ville. Oui, bien sûr. Tu vois, donc voilà. C'est même, oui, c'est pas très rural. Non, mais ce que je veux dire quand je dis rural, ça veut dire que j'étais déjà prête en rentrant pourtant de l'étranger à aller directement à Konsamba sans passer par Douala. Alors, Cabrel. Je suis Cabrel Nanjib, alias le chef du canton Yamton, dynastie sans futur successeur, qu'après moi, il n'y a pas personne. Villageois parti tout droit de Baranté, passant par Konsamba pour venir conquérir Douala et mon talent, gouverner le monde et prendre l'argent, aller construire dans mon village à Baranté. Ça, c'est l'objectif. Bon, construire, ce n'est pas vivre. Hein, bon. Non, construire, c'est vivre. À l'ouest, on passe le temps à construire. La valeur d'un bon gars à Baranté, d'un bon gars à Baranté, que tu dis, c'est la construction au village. Oui, mais parce que même le sénateur... vivre. Qui va vivre dedans si toi, tu n'es pas là? Je connais au moins 10 riches milliardaires Baranté, que tous les week-ends ils sont chez eux. Bon, les week-ends, ils vivent pas vraiment. On est là pour le travail, pour le business. Il y a des châteaux là-bas. Ils vivent, c'est pas vraiment les week-ends sont là-bas. Oui, mais le week-end, ce n'est pas la vie. Non, vous avez l'argent quand même ici. Il faut donc dire pourquoi est-ce qu'on n'investit pas là-bas pour développer là-bas. Mais ça pose le problème de la ruralité. La ruralité, voilà. Vous voyez ce qui est arrivé en Guaché, par exemple. Oui. C'est exactement le problème de ramener le village à la ville. Oui. Pourtant, il faut que les villes aillent vers les villages. Donc, ça doit être tout un programme. Aujourd'hui, chacun peut rester là où il est. C'est-à-dire, on peut décider de vivre à 27 km de Douala. Si on trouve toutes les commodités qui nous permettent de mener notre activité comme bien sûr, personne ne viendrait. Quand on va en Europe, tout le monde dit oui, mais je vis à 1 heure de Paris, je prends le RER tous les matins, je viens et c'est ça. S'il y a des conditions, de facilité, transport et tout ça. Il y a le transport, l'électricité. Oui, vraiment, je te dis, je vais avec ça, tout le monde va partir. D'abord, parce que tu as la route et puis maintenant. Après le reste, c'est bon. Il y a la route, l'internet, c'est bon. Il y a aussi les valeurs. Il y a des valeurs que tu as dans la zone rurale. Tu ne retrouves pas. Il y a des gens qui tombent malades comme ça, on dit que pour ta guérison, tu vas aller qu'au village. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà aussi. Il y a la médecine traditionnelle. C'est ça. Moi, j'ai fait un burn-out une fois, j'ai dû aller au village pour se ressourcer. Ou aller faire un mois au village parce que c'est le seul coin où j'avais pas de télé, j'avais pas de téléphone. Je partais au champ. Et rien que le rapport avec les plantes et tout, parler avec ma grand-mère, dire bonjour à tout le monde, ça m'a aidé à reprendre. Chlorel. Voilà. Alors, on va y aller avec le sondage de ce soir, le cercle statistique. Donc, 45% des personnes pensent en fait qu'il faut les raisons, c'est les conditions de vie qui sont assez difficiles quand même dans les métropoles, dans les villes. Donc, c'est pas compliqué avec la surpopulation, le manque de travail surtout décent. Il y a également, il y en a qui pensent qu'ils pourraient rentrer pour s'investir dans l'agriculture. L'agriculture est la principale raison, c'est ça. C'est une raison assez pour moi aussi. 50% s'investit dans l'agriculture. Bon, 5% quand les personnes évoquent notamment de la
pollution. Les métropoles sont assez polluées. Alors, on a pensé qu'il était important de trouver deux experts. Tout d'abord, Maurice Omo, qui est psychosociologue, pour scruter un peu l'aspect psychologique de la chose, mais aussi sur le plan social. Il va donner son avis sur la question. Mais puisqu'on est d'accord ici que l'agriculture est la raison fondamentale. Oui, c'est la toute première en ce moment. Du côté, donc, la zone rurale. Et donc, on s'est dit qu'il fallait rencontrer notamment un certain Parker Noton. Il est responsable au CRIFAT. Le CRIFAT qui est tout simplement le Centre régional d'initiative et de formation en agriculture et technologie innovantes. Voici nos deux experts. Alors, s'installer en zone rurale pour l'activité agricole présente tout de même plusieurs avantages parce que vous savez, aujourd'hui au Cameroun, l'une des principales difficultés en ce qui concerne l'agriculture, c'est l'acquisition du foncier. Vous savez, aujourd'hui, pour pratiquer l'agriculture, il faut avoir des terres pour le faire. Et en zone urbaine, forcément, c'est difficile, voire parfois impossible, d'avoir accès aux surfaces capables d'être dédiées à l'activité agricole. Pourtant, en zone rurale, ce sont des zones qui sont encore inexploitées pour la plupart du temps, donc et où l'accès à ces parcelles-là sont parfois à des prix dérisoires. Et à ce niveau-là, ça présente tout de même des avantages. Et aussi au niveau de la main d'œuvre, parce que vous savez, pour l'activité agricole, c'est pas évident de réaliser sur de grandes surfaces tout seul. Donc c'est pour cette raison qu'il faut la main d'œuvre, et la main d'œuvre dans les zones rurales, lorsqu'elle existe, parce qu'également, vous savez, l'exode rural également c'est un autre problème, mais lorsqu'elle existe, elle n'est pas assez coûteuse. Par contre, pour une personne qui mène une activité agricole en zone urbaine, la main d'œuvre elle est là, mais elle est davantage coûteuse, pas à cause, par exemple, des conditions de vie en zone urbaine. Par contre, en zone rurale, cette main d'œuvre est relativement moins coûteuse. Et peut-être une autre difficulté, c'est en zone rurale, ce sont naturellement les voies d'accès, parce que vous savez, lorsqu'on produit, il est également important de penser aux différentes voies d'accès qui vont permettre d'acheminer la production vers le marché. Donc voilà, l'agriculture en zone rurale présente tout de même des avantages en termes d'acquisition d'espaces cultivables, en termes de la main d'œuvre. Et il faut quand même préciser également qu'il y a quelques inconvénients qui sont également majeurs. Il faut dire que l'impression, l'imagerie populaire tente à faire penser que le déplacement de la campagne vers la ville est une forme d'évolution. C'est pourquoi, par exemple, les gens qui viennent de la ville pour faire un tour au village semble-t-il, ont un peu plus de considération. Alors, si on s'en tient à cette logique, à cette perception, c'est donc tout à fait logique que les gens, notamment les jeunes, aient envie de quitter le village pour aller plutôt vers la ville. Mais il faut dire qu'il y a une pesanteur économique fondamentale qui rentre dans ce qu'on pourrait appeler le bien-être. Alors, bon, il se trouve que ce n'est pas beaucoup plus cette image de la représentation qui prend le dessus, c'est le gain économique qui va avec. On a l'impression que si on peut s'installer dans le village et avoir les mêmes avantages que ceux qu'on a en ville, beaucoup de jeunes, effectivement, auront bien envie à y rentrer. Il y a également même la nomenclature, ce qu'on appelle la campagne. La notion de village semble être assez péjorative. Elle est réductrice. Alors, lorsque de plus en plus, on ne parle plus de village, mais on parle de campagne, comme un peu en Europe, les jeunes, dans ce sens, sont prêts à dire « je suis allé en campagne développer une activité agricole ». Quand on parle de village, de campagne, il est clair que l'activité fondamentale qui a cours, là, c'est l'activité rurale. Et c'est même pour cela que le village est assimilé à une zone rurale. Bien. Alors, quand on dit zone rurale, ça veut dire que les gens qui y vivent le font ou le sont uniquement ou essentiellement par l'agriculture. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des jeunes quand même qui réussissent à se faire une formation dans un domaine précis de l'agriculture et qui doivent expérimenter dans une zone effectivement rurale. Là, logiquement, beaucoup de jeunes sont tentés d'y aller.
Et voilà, on va dire merci à Monsieur Maurice Somo. Somo, mais et également à Paquer Mouton. Paquer Mouton. Voilà, merci pour ces informations que vous nous apportez tous les soirs, en tout cas. Donc on a été, pourquoi pas rentrer en zone rurale pour s'investir dans l'agriculture. Mais aussi, il faudrait bien qu'il y ait des conditions réunies afin de favoriser l'émergence de l'individu des zones urbaines. Au revoir. Alors là maintenant, on va se retourner vers Lydie. C'est ce que je vais demander à Caroline Mélon, notre invitée de ce soir. Voilà Lydie, elle a toujours un point I tous les soirs. Je ne sais pas où il nous transporte ce soir, Lydie. Eh bien ce soir, vu que ce sont les fêtes et qu'on va passer des moments en famille, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à regarder des films cultes qui ont marqué donc l'histoire des Afro-Américains? Des films, pardon? Des films cultes, on dit. Oh mon Dieu. Donc, alors ce soir, je vais parler de Racine, qui n'est pas vraiment un film, mais une série culte en tout cas, qui a eu un succès immense, qui porte d'ailleurs la série jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a pas entendu parler de Kunta Kinte? Tout le monde a entendu. Tout le monde, en tout cas de notre génération, oui. Mais je vous avoue que les petits jeunes ne connaissent pas forcément. Les petits jeunes ne savent pas. Et c'est l'occasion peut-être de leur montrer, parce que jusqu'à maintenant, c'est un film qui nous parle. Alors on va tout de suite en photo. On va regarder. Donc il faut savoir que Racine, qui s'appelle Roots en anglais, n'est-ce pas? Et c'est issu d'un livre. Ça a été adapté d'un livre qui a été écrit. C'est parti d'un livre. Oui, d'un livre qui a été écrit par Alex Haley, qui s'appelait donc Roots, The Saga of an American Family, la saga d'une famille américaine. C'est un film qui est sorti en 1976 et qui lui a valu le prix Pulitzer. C'est un prix qui est très connu dans la littérature. On continue. Donc là, Alex Haley, il faut quand même savoir qu'à cause de ça, il était déjà quelqu'un qui était très connu par son œuvre, mais c'est l'histoire de sa famille. Ça raconte quoi, Racine, finalement? C'est l'histoire d'une famille, n'est-ce pas, d'esclaves, de la Gambie. On va donc arracher Kunta Kinte de sa terre natale en Gambie en 1750, et ça va sur 3 générations jusqu'à la guerre de sécession aux États-Unis. Donc ça montre comment ça se passait à l'époque. Et donc Alex Haley, paraît-il que c'est l'histoire de sa famille. Kunta Kinte était un ancêtre, son arrière. Donc là, on voit John Amos, qui a joué le rôle de Kunta Kinte et qui est devenu un acteur. C'est un ancien sportif, les gens le savent même pas, qui est devenu une méga star et qui est vraiment l'acteur qui a porté cette série-là pendant toutes ces années. Je voulais juste vous parler un peu de la presse. Il faut savoir que cette série a marqué à tout jamais l'esprit non seulement des Américains, parce que c'était la première fois qu'on montrait, surtout sur une chaîne comme ABC, il y avait 130 millions de personnes qui regardaient, à quel point l'esclavage était horrible. Les gens savaient, esclavage, bon, on a foutu, on a tué quelques personnes, mais bon, on ne savait pas à quel point ça pouvait faire souffrir et les répercussions que ça engendrait sur les générations américaines d'aujourd'hui. Alors je vous propose quand même de regarder rapidement un petit extrait. Oui, voilà. Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James? Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Voilà, on est de retour. Ça fait très mal de regarder ça, même si on sait que c'est un film. On sait que c'est un film et c'est difficile. Mais justement, je voulais dire un mot dessus. C'est une série qui est difficile, qui est poignante. On n'est pas du tout là pour prôner la haine et de l'autre ou du blanc. Non, par contre, ça fait partie de l'histoire et c'est quand même très intéressant. Il faut quand même la raconter. Il faut la raconter et savoir plus ou moins comment ça s'est passé. Parce qu'on ne vit pas que ça reste de la fiction. C'est juste qu'aujourd'hui, on est encore comme si on était à cette époque-là. C'est ça qui me gêne. Même si les fouets ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est ça qui me gêne en fait. À quel niveau? Peut-être dans le rapport... le rapport avec les pays, le Nord et le Sud. Non, mais moi, je vois surtout quelque chose, Joyce, c'est que les gens regardent les Noirs américains comme si, en fait, ils étaient nés dans, excuse-moi, comme on dit, dans la cuisse de Jupiter, dans un œuf en or. En fait, non, voilà ce qu'ils ont traversé avant d'arriver jusqu'à maintenant. Et même maintenant, ils sont pas sortis de l'auberge. Psychologique, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes à régler au niveau de leur identité. Parce qu'on a eu un moment l'impression que les Noirs américains se pensaient différents des Noirs qui sont restés. Eux-mêmes, à un moment, se sont pensés différents. C'est maintenant qu'ils changent. Ils ont vécu ça. Ils ont aussi
Mais c'est maintenant qu'ils changent, hein, ils se sont pris pour... Non, mais le fait d'avoir vécu la hein. prise de Jupiter. Ah ben oui, Voilà. eux aussi, hein, ils ont cru ça. Hein. Alors ça nous permet de dire merci à Lydie pour son point I. Et on va pas laisser partir Carole Yémélon comme ça. On va faire un blind test Carole Yémélon. Vous avez un truc à faire? Souvent, le blind test, c'est que c'est Didier Eto qui met des titres, on trouve les auteurs et les compositeurs. Non, c'est plutôt notre chère Caroline Mélon qui va mimer des chansons qu'elle aime bien. Je sais pas chanter. Non, tu mimes, tu chantes pas. Eh, ne chante pas, hein. Mime. Je vais mimer quoi? Tu mimes, tu mimes. Non, non, tu mimes et nous on doit découvrir. Non, le Didier, c'est moi qui le commande. Mais attends. Ah, mais non. Après 18h25, Didier. Didier, non, non. Mime alors. Mime C'est toi qui perds le n'importe temps. quoi et nous on doit ne chante pas, parce que sinon on va découvrir ce que c'est. Tu dois mimer. Et qui va donner le titre? Le premier qui donne nous. Je savais pas. Non, non, mais vas-y. Oh, vas-y. Je sais pas ce que Tu connais même pas la chanson. Ma chérie, pense ma gueule, Attends, laisse ça réfléchir. Makossa. Non, ça c'est Yemi Alade. Yemi Alade et Charlotte Dipanda, c'est ça? Fall in Love, non? Ça c'est Fall in Love de... Fall in Love de Chidima. Chidima, oui. Chidima. Bon, c'est la même musique hein, qui a été transformée. Hein. Ben c'est pas grave, mais c'est la Un version deuxième. de Un deuxième. Pour partir. Peut-être que je peux mimer d'autres. Quand tu te laves souvent, tu prends ton bain. Quand je me lave. C'est grave. Bon, dis-nous, on a perdu. 100 ans dans la peau de l'esclave. Oh, on peut pas trouver. 100 ans de plus, c'est Francis Cabrel. Francis Cabrel. Ah, avec ce qu'elle a dit. On était en compagnie de Carole Yémélon. Merci Carole. Quand une femme se lave en chantant, Merci, si elle ne chante Carole. plus, c'est qu'elle lave son corps bien. Carole, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était compliqué, mais Rendez-vous dans bientôt. Il y a des choses à vous, on se retrouve demain 17h. À demain. Que vous libériez déjà le studio. Là. Il y a le débrief juste après. Hein.